السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم اليوم في هذا المتحف. صراحه ربي واعر واعر واعر. بديت لكم يعني من النص ديجا نشرت شي حاجه الا كنتو شفتوها. هذا الفيديو الثاني هنايا راه غنديروا هاد لي كاسك باش غادي نطلعوا لواحد البلاصه. يعني دابا غتبدا المغامره ديال لي مينور، كيفاش كانوا هادوك عمال المناجم كيخدموا. اول حاجه طلعنا في هاد الدريجات هادو وغادي نمشيو ندخلوا في واحد لاسانسور. تما غتبدا الرحله. نخليكم غتسمعوا خلاص الصداع ديال لاسانسور هابط في الارض. يعني غادي نهبطوا تقريبا 41 او 400 متر كيف كيقولوا. خليكم مع هذا الشيء ونتمنى الفيديو يعجبكم. خليو لي كومونتير زويونين ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. تبارك الله عليكم والله يحفظكم. La secousse, on est donc arrivé. Je vais tout de même vérifier. Oui, tout s'est bien passé cette fois-ci. Je vous libère, messieurs, dames, et je vous souhaite la bienvenue au fond de la mine. Vous allez pouvoir l'affichage. Le trajet s'est bien passé. Pas trop serré? Bon, on est quand même avec un peu plus de confort. Les mineurs n'avaient pas de porte, ils voyaient la paroi défiler à 8 mètres par-ci. Allez, je vais passer une nouvelle fois devant. On va pouvoir avancer jusqu'à l'intersection, s'il vous plaît. Allez-y. Même avec le flash. Donc bien sûr, à partir de maintenant, gardez bien le casque. Oh non. On va pouvoir maintenant traverser la galerie principale qui est ici, que les mineurs appelaient la brouette. Ils n'abattaient pas le charbon dans cette galerie principale, c'était une voie de circulation, donc ils prenaient le train pour rejoindre leur chantier qui se trouvait parfois à des kilomètres de la cage. Alors on ne va pas faire aujourd'hui plusieurs kilomètres, on est parti tout de même pour 450 mètres de parcours et vous allez voir justement sur le parcours le locotracteur électrique tout à l'heure qu'empruntaient les mineurs pour rejoindre leur travail. Alors nous on ne va pas prendre le train aujourd'hui, on va traverser à pied la brouette. C'est par ici. Non, mais là, tu vois, c'est les trains. J'ai une heure, il fallait là-dedans.
avez des petits lunettes pour aller dans leur galerie moi, je suis pas trop sûre qu'ils aient de la chance. Parce que là, tu vois, hier, il y avait les films. Bonjour. Ensuite, pour le deuxième groupe, la deuxième partie du groupe, vous avez de la place également sur votre gauche, mais faites attention à la marche. Et je propose ici que les galibots passent devant. Allez, avancez les galibots, je ne vais pas vous faire travailler. C'est dimanche, quoique, tout dépend de mon humeur. Justement, en parlant de travail, avant d'abattre le charbon, il faut descendre sous terre. Le gisement dans la région Nord-Pas-de-Calais est entièrement souterrain. On n'a pas de mine à ciel ouvert. Donc il fallait à l'époque creuser un puits comme celui-ci. Et pour creuser les puits, je vais vous montrer, les mineurs utilisaient des outils, notamment celui-ci, qu'on appelle le marteau Perforateur. exactement, perforateur, un peu plus gros que le marteau piqueur. Il est surtout beaucoup plus lourd, il approche les 13 kg. Et ce marteau perforateur, les mineurs l'utilisaient pour forer la roche. Ils plaçaient des cartouches de dynamite afin donc d'avancer le creusement du puits. Un métier réservé aux bouts de feu, aux artificiers, mais surtout un métier très dangereux. Très dangereux notamment par rapport à un gaz qui se trouve sous terre, qu'on appelle, je l'ai entendu, le grisou. Exactement, c'est du méthane, 95% de méthane. Donc un gaz très explosif, mais qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Alors comment faire à l'époque pour le détecter? Et alors je suis d'accord avec les canaris, avec les oiseaux, vous avez bien étudié, c'est très bien. Sauf que les canaris ont surtout été utilisés dans l'est de la France, en Lorraine, ou encore dans d'autres pays comme en Belgique. Et c'est vrai qu'en Lorraine, on descendait des cages avec des oiseaux, et lorsque ces canaris sentaient le grisou, soit ils s'évanouissaient, soit malheureusement, ils mouraient. Ça permettait donc de prévenir les mineurs de la présence de ce gaz. Par contre, dans la région Nord-Pas-de-Calais, on n'a aucune trace écrite dans les archives concernant l'utilisation de canaris. Donc c'est une autre méthode qu'on utilisait pour détecter le gaz. Un chat? Non, on descendait des chats, effectivement, mais ce n'est pas avec un animal. Un galibot? Non, pas les galibots. Alors, attention quand même. La lampe, là, ils avaient Exactement. pas une petite lampe. Avec tout simplement la flamme des lampes. C'est-à-dire qu'au contact du grisou, que fait la flamme? Elle va plutôt vaciller, mais elle va aussi changer de couleur. La flamme devient bleue. Lorsqu'elle devient bleue, par contre, c'est trop tard. On a déjà l'explosion. Mais lorsqu'on voyait la flamme vaciller, il ne fallait pas rester dans les chantiers, il fallait s'enfuir. Avant l'explosion, qu'on appelle aussi le coup de grisou. Exactement. Donc on a un métier dangereux par rapport notamment au risque d'explosion. Dangereux également par rapport à la nuisance sonore. Toutes les machines fonctionnaient en même temps. Et le marteau perforateur qui est ici dépasse les 100 décibels. Bon, vous avez de la chance aujourd'hui. Il fonctionne. Je vais donc le mettre en route. Attention, ça peut surprendre. Je vous conseille donc de bien vous boucher les oreilles. Ça va aller pour tout le monde? Les enfants? Attention. Je rajoute mes bouchons et c'est parti. Donc on est entre 100 à 105 décibels. Attention. Antonin, bouge tes oreilles. C'est parti. Plusieurs heures par jour. Et il n'y avait pas qu'un seul marteau perforateur qui fonctionnait. Donc énormément de problèmes auditifs, de problèmes de surdité. Rajoutez la poussière, dégagée par toutes ces machines, notamment par le grappin qui est sur la droite qui permettait de ramasser les gravats.
et rajouter également l'humidité du fond. On est entouré de nappes phréatiques sous terre, et donc des puits, des galeries principales, des voies secondaires à l'époque se sont retrouvées malheureusement inondées, avec des noyades de mineurs. Donc un environnement qu'on peut voir sur la vidéo extrêmement hostile, et surtout des conditions de travail extrêmement harassantes, avec énormément de contraintes. Avec une nappe qu'on creuse une nappe, tout l'étage est inondé. Exactement. Beaucoup d'inondations, surtout notamment au 19e siècle. Mais en passant, je vous montrerai, on ira voir tout à l'heure, on continuera, une pompe d'exor qui permettait d'évacuer les eaux souterraines. Et des pompes qui étaient sur différents étages d'exploitation, mais qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Donc énormément de bruit toute la journée. Toute la journée. Ça va pour ce chantier ? Ouais. Donc on va le laisser de côté. On va maintenant s'intéresser au chantier d'abattage, là où les mineurs allaient récupérer le charbon. Et à partir de maintenant, nous allons suivre un ordre chronologique. Donc on va commencer par un premier chantier du 19e pour avancer progressivement jusqu'à la fermeture dans notre région en 1990. Ça vous va ? Oui. Allez, je vais passer devant, je laisse la place aux dernières personnes si vous voulez mieux voir le puits, le marteau perforateur aussi. Du bruit, de la poussière, la chaleur, les risques d'explosion, les risques des mouvements. Un métier dangereux. Il permettait surtout de relier plusieurs étages d'exploitation. Parce que dans les fosses, on avait plusieurs étages d'exploitation, donc il permettait de relier ces étages. Et donc on pouvait remonter les produits et remonter également les hommes avec ces puits secondaires. L'électricité est arrivée à partir de quand? Là, on est au 19e siècle. Oui. L'électricité est maîtrisée au fond à la fin des années 1950, début des années 1960. On va mettre en place du matériel déflagrant à cette époque. Donc on avait moins de risques d'étincelles avec ce matériel et donc moins de risques de pulvérisation ou d'explosion effectivement. Donc il faut attendre pratiquement la fin de l'exploitation, fin des années 1950. Ici, on est au 19e, 1880 pour être plus précis. C'est l'époque d'ailleurs de Germinal, le célèbre roman de Zola. On va faire une description de ce chantier. On va surtout s'intéresser au mineur qui est ici et qui travaille dans de mauvaises conditions. C'est l'abatteur. Et comme son nom l'indique, l'abatteur va abattre le charbon qui est en face. Regardez bien, vous pouvez vous abaisser. On voit la veine de charbon noire et brillante. Mais au 19e siècle, les marteaux-piqueurs n'existaient pas encore. Comment fait-il ? Exactement. Avec une sorte de pioche qu'on voit juste ici au fond, mais qu'on appelle un pic dans la région. Le pic, le mineur le plantait dans la veine de charbon. La partie supérieure de la veine pouvait ensuite se détacher et tomber grâce à la pente, ici, grâce également à des enfants qui se faufilaient plus facilement dans le chantier. Et bien ensuite, le charbon pouvait tomber directement dans la trémie, puis dans la berline. Mais regardez les conditions de travail. On n'est jamais debout et on a un équipement qui est très sobère. Pas de chaussures de sécurité au 19e siècle, mais de simples espadrilles. Pas de gants, pas de masque anti-poussière, ni de casque de sécurité comme nous aujourd'hui. Le mineur n'avait qu'un simple chapeau qu'on peut voir tout au fond. Un chapeau qu'on appelle une barrette. C'est du cuir bouilli. Donc un équipement rudimentaire, pas très adapté pour le travail du fond au 19e. Et plus on avance dans l'abattage du charbon, plus il faut s'occuper de l'étayage. Au 19e siècle, pas de métal, on soutient avec du bois, avec du pin, avec du sapin notamment. Alors à votre avis, pourquoi ce type de bois ? Bah, puis ça pousse plus vite. Alors, j'ai entendu plusieurs réponses. J'ai entendu concernant le coût, c'est vrai qu'il est moins cher que le chêne, par exemple. Bon, ce n'est pas la raison principale. Plus léger. Il est plus léger, effectivement.
Mais je vous donne une information. Les mineurs l'appelaient ce bois le bois qui chante. C'est-à-dire qu'avant de rompre, le bois Il craque. craquait et grinçait. Il chantait entre guillemets. Il permettait donc d'entendre, de prévenir les mineurs d'un éventuel éboulement. Donc c'était un signal. Il donnait tout simplement l'alerte. Alors rassurez-vous, je vois encore votre inquiétude. Je n'ai jamais entendu le bois craquer depuis que je fais ce métier, hein. Depuis avant-hier. Donc soyez attentifs. On va terminer par la berline. On va retrouver sous terre, au 19e, des femmes et des enfants, qu'on appelle des herscheurs, et qu'on voit dans Germinal, dans le film, dans le roman. Que font ces herscheurs? Ils devaient pousser la berline de 600 kg pleine jusque dans la galerie principale, où un animal, le cheval, pouvait prendre le relais pour tracter ensuite les wagons. Le cheval travaillait déjà au 19e siècle sous terre. Sauf que dans cette voie secondaire, il ne passait pas. La voie était trop basse, la voie était trop étroite. Donc le cheval travaillait dans une voie beaucoup plus large, donc dans la galerie principale. Justement, on a un cheval donc naturalisé qui nous attend dans la galerie. On va aller voir ses conditions de travail. Donc je vais peut-être avancer avec la première partie du groupe, juste ici. Je vous laisse la place pour la deuxième partie du groupe. Et si vous entendez craquer, messieurs, dames, on court. Surtout prévenez-moi. Je connais les sorties de secours. Allez, je vais passer devant. C'était sur rail, là? Oui, c'était sur rail, heureusement, pour faciliter justement le déplacement des berlines. 600 kilos. 600 kilos pleines. C'est à pousser. Pour les femmes et les enfants. Je creuse dans des voies pour les femmes et les enfants, pour le transport des berlines. Et on va voir que pour les animaux, c'est des barrières. Pardon, merci. Est-ce que tu as tout vu et tu as tout compris? En fait, tu vois la roche là, noire. Bah là, oui, parce que là, tu es dans la galerie. Je peux avancer. Les dernières personnes, vous pouvez rester également sur le chemin. Vous avez de la place, madame, vous pouvez vous placer à côté des explosifs. Je ne vais pas ouvrir la caisse. J'ai gardé les... Tu es le dernier?